Revenons un instant, Jean-Marie Frey, sur cette inquiétude, dans le fond, qui est générée par le corps dans la relation à autrui. Hein, vous dites, c'est un niveau de conscience, d'accord, mais qui renvoie au corps. Et d'abord, je perçois un corps, et puis tous ces corps sont opaques les uns aux autres. Et la preuve, c'est qu'ils s'habillent. Et que une chose et une bête ne s'habillent pas. Ils ignorent l'inquiétude. Alors là, par exemple, le mimétisme animal, c'est bien une manière de travestir son inquiétude, non? L'encre du poulpe, c'est une manière, non, de réagir à une inquiétude. Il me semble que l'encre du poulpe est une manière de cacher le corps afin qu'il échappe au prédateur. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre. Eh ben, vous parliez de compétition tout à l'heure. Oui, mais et le phasme, les caméléons n'ont pas d'autres attitudes. Il y a bien. Mais la compétition dont je parle, effectivement, vient du fait que nous sommes dans un monde et que nous sommes au même titre que l'animal, que la plante, dans une réalité. Mais il me semble qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui marque l'être conscient, qu'on observe difficilement ailleurs. C'est que, bien sûr que je suis corporel et que je le sais, et que chacun peut éprouver le fait qu'il est au monde. Mais en même temps, et là mon analyse ne porte pas sur une position qui serait une réponse à l'inquiétude, mais plutôt sur ce qui la génère au départ. En même temps, je peux toujours craindre que, placé sous le regard de l'autre, je ne sois perçu par lui que comme un corps. On pourrait penser ici à de belles descriptions qu'on trouve dans la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, une description qui porte sur le thème de la pudeur. Finalement, l'autre ne perçoit d'abord que mon corps. Bon. Mais bien sûr, en soi, ce n'est pas un problème, dès lors que ce corps qui est perçu est un corps qui est l'ancrage au monde d'une conscience. Mais ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. De sorte que on peut très bien interpréter, disons, phénoménologiquement, le fait de porter des vêtements, non pas simplement comme le résultat d'un instinct qui cherche à protéger le corps, mais plutôt comme une intentionnalité qui vise à protéger la conscience. Cacher mon corps, c'est cacher ce qui peut cacher mon âme. Et en cachant ce qui peut cacher mon âme, je dévoile justement que je suis une âme. C'est pourquoi d'ailleurs, au plus loin dans mon ouvrage, je reprendrai ce thème de l'apparence, puisque cacher son corps, choisir des vêtements, etc., ça relève de l'apparence, mais pour un être conscient placé sous le regard de l'autre, l'apparence évidemment est essentielle. Parce que c'est à travers cette apparence-là qu'il va falloir que je parvienne, d'une manière ou d'une autre, à manifester mon intériorité. Et que je parvienne en manifestant cette intériorité, à surmonter l'inquiétude de n'être perçu par l'autre justement que comme un être appartenant à la nature. Donc là, je crois que dans le vêtement, il y a une espèce de réalité à dimension métaphysique. Alors on a parlé jusqu'à présent des raisons d'être inquiet, auxquelles le corps nous confronte et nous affronte, hein, Jean-Marie Frey. Mais alors comment, je reviens à la question que vous posez, tout à l'heure, vous avez dit, bon, le corps peut nous rendre heureux, mais pas de cette manière-là. Alors, comment peut-il nous rendre heureux? Alors voilà, il me semble que si on part de la description que j'évoquais tout à l'heure, c'est là une situation de mise en concurrence des sujets par le fait même qu'ils sont au monde de manière corporelle. Et que, vivant dans un monde, finalement, de plus en plus désenchanté, en tout cas dans nos sociétés, eh bien, chacun peut être tenté de chercher dans le corps une réponse à l'inquiétude. Et là, en réalité, il me semble qu'il y a une espèce d'antinomie qui se détache. On voit apparaître deux mouvements, une tension entre deux mouvements, dans le fond contradictoires et constituant une véritable antinomie. D'une part, une tentation de valoriser le corps sans cesse, par de multiples biais. Alors, on évoquait tout à l'heure la beauté, etc., la santé, la chirurgie esthétique, mais on pourrait penser aussi, je sais pas, des phénomènes qu'on peut observer, le piercing, etc., qui sont des stigmates qui ne sont plus l'effet de rites d'initiation collective qui ont pour fonction d'intégrer l'individu à un groupe. Non, qui sont appréhendés plutôt comme un choix individuel permettant au sujet individuel de se manifester comme une individualité. Première voie, donc, une voie qui valorise le corps au point d'en faire le seul instrument de toute forme de communication. Mais on observe aussi une voie totalement opposée à celle-là. Puisque, évidemment, la difficulté de l'expression de soi par le simple corps, le vêtement ou je ne sais quoi, fait barrage à l'expression de sa subjectivité intime, la tentation, c'est de nier le corps. Complètement. Enfin, on voit ici ou là se développer des théories qui nous annoncent qu'un jour l'esprit sera téléchargé dans le réseau Internet, que on peut voir aussi même simplement l'expérience d'Internet qui propose une communication qui ne passe plus par la médiation du corps. Mais c'est pas nouveau. Je donne comme exemple aussi l'apparition de l'automobile, par exemple, qui mettait les individus à distance les uns des autres, au point que si l'on s'interroge sur l'insécurité routière, il faudrait peut-être se demander ce qui fait que quand on est dans une voiture, on se sent seul au monde. Mais parce que je n'ai plus affaire au corps de l'autre, j'ai affaire à des machines qui me font face. Donc, il y a deux tentations. Ou bien répondre à l'inquiétude en passant par le corps seul, ou bien répondre à l'inquiétude en niant totalement le corps.
Or, ces deux voies antinomiques me semblent l'une et l'autre voie à l'échec. La première voie d'abord. Pourquoi? Parce que si l'on fait du corps une sorte d'emblème de son intériorité, parce que l'on cherche à être vu, et on cherche à être compris en étant vu, mais c'est une illusion, ça. Nous ne cherchons pas à être vus, dans le fond. Nous ne cherchons pas à être regardés. Nous cherchons à être entendus. Oui, nous voulons être entendus, oui. Donc nous sommes des acteurs. Donc nous sommes... Alors voilà. Et la deuxième voie, c'est... alors à ce moment-là, on va m'entendre. Je vais gommer mon corps, on n'entendra plus que mon intériorité. Mais là aussi, c'est une illusion. Parce que si je veux être entendu, moi, il faut que je sois à la fois présent au monde par mon corps et qu'en même temps je puisse exprimer mon intériorité. Et c'est là où la métaphore de l'acteur, qui est une métaphore classique dans la philosophie qu'on trouve déjà chez les stoïciens, je pensais notamment à Épictète, est une métaphore qui nous renseigne sur une manière d'affronter l'inquiétude. L'acteur est à la fois un corps, mais c'est un corps qui met en scène un texte, qui met en scène un personnage. Mais la plupart du temps, c'est notre propre texte que nous jouons. Et c'est là où nous croisons. Et c'est là où je ne comprends pas pourquoi vous dites vivre en société, c'est forcément jouer un rôle, c'est-à-dire ne jamais être dans le registre de l'authenticité. Mais si, justement, je crois que c'est là que nous rencontrons l'authenticité. Parce que notre corps nous inscrit dans le monde de la nature, mais nous inscrit dans l'univers social. De sorte que notre corps nous met à distance de l'autre. Nous ne sommes pas dans une sorte de fusion métaphysique des âmes qui sont écrasées les unes sur les autres. Ou au contraire, qui serait une distance telle qu'elles ne pourraient plus communiquer les unes avec les autres. Par notre corps, nous sommes juste à distance de l'autre. Ici, nécessairement, nous sommes acteurs. Mais au premier abord, évidemment, mais c'est le critique qu'on pouvait faire déjà à Épictète. Au premier abord, il s'agit donc de faire l'apologie d'une sorte d'hypocrisie. Nous sommes acteurs, nous jouons des rôles, nous ne sommes jamais nous-mêmes, jouons notre rôle, etc. Là, c'est la voie du conformisme. Ce n'est pas du tout ça que je cherche à mettre en scène dans mon ouvrage. Il s'agit au contraire de mettre en avant une idée d'authenticité. Parce que être acteur, c'est jouer un rôle, mais la sagesse consiste peut-être à être à même de jouer son propre personnage intérieur. À jouer, c'est-à-dire à mettre en scène, à faire en sorte que ce que l'on dit puisse prendre corps devant l'autre. Ce qui relève d'un jeu d'acteur, mais d'un jeu sincère. Ou en tout cas authentique. Mais c'est une sagesse que nous croisons là dans le fond, puisque s'il s'agit de jouer son propre personnage intérieur, encore faut-il le connaître. Encore faut-il avoir une vie intérieure. Encore faut-il avoir une vie intérieure. Je ne suis ni vierge ni nonne pour jouer à la vie intérieure, disait Jean-Paul Sartre. Hein. Tout à fait. Mais appelons tout simplement la vie intérieure la capacité que nous avons à partir de notre subjectivité de nous projeter vers le monde, à partir d'un point qui est le sien. Essayons de concevoir cette vie intérieure comme le fait pour chacun d'être un sujet libre. Ramenons peut-être cette vie intérieure à l'idée d'une liberté qui fait face au monde et qui se projette. Et évidemment, nous allons nous heurter immédiatement à la difficulté qu'il y a à connaître un moi qui est une liberté, qui se dérobe, etc. Mais moi, il me semble quand même que ce thème de l'acteur et la capacité que nous avons, tout en étant acteurs, d'être authentique, d'exprimer notre intériorité, là aussi, est un grand classique de la philosophie, notamment au XVIIe siècle. L'honnête homme, au sens du XVIIe siècle. Ça n'est pas une espèce d'intériorité qui s'exprimerait dans une spontanéité telle qu'elle romprait toute forme de communication. L'honnête homme, nous dit le Chevalier de Méré, est un comédien. La vie est une comédie. Il joue un rôle, mais il joue son propre personnage intérieur. Il est capable, par là même, je reprends cette formule-là, de faire en sorte que ce qu'il porte en lui prenne corps devant l'autre. On peut penser à l'acte de parler, mais plus généralement, pensons à la création d'œuvres d'art, pensons au fait, à cette possibilité que nous avons de faire en sorte de n'être pas ou bien dans la pure solitude, ou bien dans un conformisme qui nous soumet à l'autre, mais dans la possibilité que nous avons d'extérioriser notre intériorité dans des formes qui soient accessibles, communicables. La musique, par exemple, la musique techno, pour vous, parce que vous finissez votre livre sur la trance. Oui, oui, tout à fait. Alors, je ne pose pas cette analyse de la musique techno comme étant la solution. Je n'invite pas mes lecteurs à se rendre dès samedi prochain dans une rave party, mais il me semble que il y a dans l'expérience musicale liée à la musique électronique quelque chose qui touche à cette problématique que nous évoquons à l'instant, parce que la musique techno, dans son élaboration même, met en avant quelque chose qui est de l'ordre de la fréquence basse. Elle met en avant quelque chose qui met en mouvement le corps. Et dans une situation de paix toujours possible, d'harmonie entre les individus. Merci beaucoup Jean-Marie Fréalire. Le corps peut-il nous rendre heureux? Et c'est aux éditions Plein Feu.